Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À cœur ouvert. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tabou et difficile, mais dont il est primordial de parler. Léa, je te laisse l'honneur de l'annoncer. Comme vous l'avez vu précédemment, on va parler de cyberviolence. On est d'abord accompagné de Aimé Pertel, qui représente le collectif Genre Média. Bonjour Aimé, est-ce que tu voudrais bien dire quelques mots sur le collectif ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, Genre Média, c'est un collectif qui lutte activement contre le sexisme dans les médias, mais également contre toutes les formes de discrimination. C'est un collectif qui est né en 2021 par la rencontre de la SBL Night Talks, dont je fais partie, et la ISBL ESCOM, dont ma collègue Valentina Zoccali fait partie. Donc nous, on déploie tout un ensemble d'activités, des activités de sensibilisation, de prise de parole, de création audiovisuelle, et également du recensement de projets féministes. C'est un projet qui s'adresse aux professionnels des médias, plutôt aux femmes et aux minorités de genre, et aussi aux futurs professionnels, donc plutôt jeunes adultes. Et cette année, on a travaillé sur justement la thématique des cyberviolences et du cyberharcèlement. À cette occasion, on avait proposé une projection à l'ISFSC en compagnie de Florence Hainaut, une des réalisatrices. Et donc c'était justement le documentaire #Salepute, et également avec Audrey Adam, qui est spécialiste en droit des médias, avocate. Voilà. Ok, merci beaucoup et un grand merci à toi d'être présente aujourd'hui. Le harcèlement en ligne, c'est quelque chose de très présent à l'échelle mondiale et c'est quelque chose qui touche surtout les personnes du coup racisées et les femmes. Donc c'est vrai, donc on remarque que les femmes représentent 84% des victimes de cyberviolence et on observe aussi que les femmes racisées ont encore plus de risques d'être touchées par cette problématique. Ouais, c'est des stats qui sont assez effrayantes, mais on est là pour vous éclairer sur tout ce fouillis. Donc nos équipes sont parties sur le terrain afin de couvrir les différentes questions liées aux cyberviolences. Yes, on a énormément de choses à vous raconter et on commence tout de suite avec un reportage sur le cyberharcèlement dans une école bruxelloise. Nous avons eu la chance de rencontrer une classe de 2e secondaire et nous leur avons proposé de faire un petit brainstorming sur le cyberharcèlement. Salut Juliana, est-ce que tu sais ce que c'est le cyberharcèlement ? Oui, je sais ce que c'est. Et est-ce que tu peux me dire 3 mots qui te font penser à ce sujet ? Insultes, agressions et l'effet de groupe. Harcèlement en ligne, réseaux sociaux et messages. Menaces, intimidation et harcèlement en ligne. Et recevoir des menaces sur téléphone, message, se faire intimider et se faire moquer dessus. Après un brainstorming avec cette classe de 2e, voici ce qui en est ressorti. Maintenant, nous allons aller leur poser des questions un peu plus profondes. Salut la classe, ça va ? Oui ! Aujourd'hui, on parle du cyberharcèlement. Nisrine et Nima, est-ce que vous avez déjà été victime ou témoin de cyberharcèlement dans cette école ? Oui. Oui. Et est-ce que vous pouvez m'en expliquer un peu plus ? En fait, la personne qui est victime d'harcèlement peut aussi à la fois être la personne qui harcèle sans que les personnes aux alentours le sachent. En fait, c'était une fille l'année passée. Auprès des profs, elle se faisait passer pour la victime, pour la gentille et tout. Alors que c'était elle, elle harcelait les gens, elle faisait des rumeurs sur les gens, elle influençait les gens dans le mal et au final, c'est retombé sur elle en fait. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des situations de harcèlement dans cette école ? Oui. Dis-moi. En fait, l'année passée, il y a une fille, elle s'est fait afficher sur Telegram et maintenant elle est devenue une cramée. Et toi, quand tu te retrouves face à du cyberharcèlement, c'est quoi ta réaction ? Déjà, je conseille à la personne d'avoir des éducateurs ou des professeurs qui sauront les aider dans ce genre de cas. Et la classe, vous pensez quoi de l'école ici ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses mises en place pour éviter ce genre de situation ? Non ! À présent, la parole est donnée à une éducatrice qui va nous expliquer son point de vue sur la thématique. Est-ce que dans les types d'harcèlement que vous avez pu rencontrer au sein de l'école, est-ce que le cyberharcèlement en faisait partie ? Oui, et j'ai pu remarquer ça après le Covid surtout. Les jeunes ont été enfermés, ils ont dû quand même trouver un moyen pour rester en lien les uns avec les autres et les réseaux sociaux, le GSM était une des formes pour rester en lien. Après le Covid, c'est là où on a vraiment mis des choses en place au sein du collège pour répondre à la demande de non-communication, de violence qui augmentait, surtout pour les premières. Vous l'avez compris, le cyberharcèlement est une thématique qui a plusieurs facettes, que ce soit à travers les professeurs ou les élèves. Les thèmes sont différents, mais il est toujours bien d'avoir une discussion pour avoir un terrain d'entente face à ça. Donc on se rend vraiment compte que les cyberviolences viennent assez tôt chez les jeunes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent de la prévention pour le harcèlement, Mhm. mais la prévention pour le cyberharcèlement, allez, j'ai l'impression qu'il en manque. Je sais pas ce que tu en penses, Aimé. Oui, alors c'est vrai que avec Genre Média, nous, ça nous tient à cœur, en tout cas, de pouvoir amener cette sensibilisation auprès des jeunes. On passe notamment par des ateliers créatifs de création audiovisuelle, comme je disais un peu tout à l'heure. Ça permet quand même aux jeunes de se réapproprier la thématique et puis surtout d'avoir un espace d'expression. C'est vrai que pour le cyberharcèlement scolaire, en fait, c'est un continuum du harcèlement scolaire. Ouais. Il y a quand même 11% en Belgique, en tout cas, d'élèves qui déclarent avoir vécu du harcèlement scolaire. Et on est à 28% d'étudiants et d'étudiantes qui auraient vécu du cyberharcèlement en ligne, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et donc, la sensibilisation, c'est, disons, un rôle que les écoles pourraient avoir ou devraient avoir. Notamment, je pense aussi aux questions de consentement. Ça fait partie un peu d'une boîte à outils qu'on devrait Ouais, bien pouvoir sûr. apporter aux élèves. Ok, bah, merci beaucoup. Et du coup, on peut aussi parler d'une autre forme de cyberviolence. Bah, par exemple, quand quelqu'un essaye de te faire passer pour toi ou pour quelqu'un d'autre, justement, c'est l'usurpation d'identité. Ouais, c'est vrai que c'est un fléau. Et pour ça, Marie-Jo et son équipe vont nous éclairer davantage sur le sujet et vont aussi nous parler un peu des peines encourues pour les harceleurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À cœur ouvert, édition spéciale cyberharcèlement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche beaucoup de monde, mais particulièrement les jeunes, l'usurpation d'identité. Pour comprendre un peu mieux ce que cela implique, nous allons commencer par interroger des gens dans la rue. Comment réagissent-ils face à ce fléau? Ont-ils été déjà victimes? Et comment s'en protéger? So and more every time, considering that we just give our information everywhere all the time and without any kind of fear or control, and a lot of times I even get things like, oh, ça peut entraîner au suicide des fois. Malheureusement, j'ai déjà été victime de ça. Je cherchais à savoir c'était qui, pourquoi. J'ai pas trouvé, ben après j'ai rien fait en fait, c'est fait, c'est fait. Je connais quelqu'un qui a été victime d'usurpation d'identité. Il y avait un faux compte sur elle qui la mettait dans des positions un peu délicates e qui la faisait pas passer pour ce qu'elle était, quoi. Un mio compagno di classe, per esempio, è stato vittima di usurpazione di un account Instagram. È successo un po' un casino e non è riuscito a riprendere l'account. Je connais une personne qui a été auteur et qui a créé un faux compte Snap, si je me trompe pas. En fait, pour elle, c'était comme un jeu. Elle prenait pas au sérieux, donc c'était juste de la rigolade, quoi. Siamo arrivati in un punto in cui condividere tutte le nostre informazioni è fondamentale. Questo bisogna educare perché appunto è davvero tanto pericoloso. Bisognerebbe limitare le informazioni messe appunto sui social. On voit bien que tout le monde n'a pas forcément conscience de la gravité de l'usurpation d'identité, mais une chose est claire, cela affecte les victimes. Et justement, pour aller un peu plus loin et mieux comprendre les conséquences légales de l'usurpation d'identité, nous allons rencontrer un spécialiste juridique. Mon nom est Stéphane Jans, je suis avocat pénaliste au barreau de Bruxelles. Une question se pose, quelles sont les conséquences juridiques pour celui qui commet l'usurpation d'identité? C'est un comportement qui est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende relativement conséquente. Mais voilà, donc ça c'est le fait de se présenter sous une fausse identité. Mais le simple fait de prendre le nom et ne faire rien d'autre que ça, c'est de 8 jours à 3 mois. Donc c'est une question sérieuse. Est-ce que les victimes peuvent obtenir facilement réparation? Oui, on peut obtenir réparation. Toute victime peut obtenir réparation. Encore faut-il être capable d'identifier l'auteur. À ce moment-là, la victime peut venir au tribunal correctionnel et dire « moi j'ai été victime » et solliciter une indemnisation. Des conseils pour éviter d'être victime de ce genre d'usurpation d'identité? Il faut aller porter plainte à la police ou consulter un avocat. C'est très important de le faire vite. On peut se retrouver accusé de harcèlement, d'escroquerie, de tout un tas de choses si on ne fait rien. Voilà, vous l'avez compris, l'usurpation d'identité peut avoir des conséquences graves tant sur le plan personnel que juridique. N'oubliez pas de rester vigilant en ligne et de protéger vos informations personnelles. À très bientôt, c'était À cœur ouvert. Merci à notre équipe pour ce reportage très pertinent. Aimé, tu as peut-être des clarifications à amener sur cette forme de cyberviolence qui est l'usurpation d'identité?
Alors, moi, je reviendrai sur plutôt l'idée de comment on peut protéger ces données. Pour citer 3 logiciels de protection de mots de passe, il y a Bitwarden, Dashlane et 1Password. Si je parle des mots de passe, c'est parce qu'on est encore beaucoup en fait, à se partager nos mots de passe, surtout les jeunes, avec les copains, copines, les amis. Je tiens aussi à dire que voilà, toute personne peut être victime d'usurpation d'identité, et ça, qu'importe ce que la personne a dit, fait ou posté. Donc, c'est important de le rappeler. Il y a quand même 36% des victimes de cyberviolence qui ont confié avoir été culpabilisées après avoir partagé les violences qu'ils et elles vivent. Et ça monte à 69% quand c'est des victimes de revenge porn. Donc voilà, pour l'usurpation d'identité, c'est un peu aussi une méthode qui est assez fréquente dans le cas des cyberviolences conjugales, pour utiliser l'identité de son ex-conjoint ou conjointe plutôt. Okay. C'est vicieux. Ouais, donc on se rend bien compte que c'est encore assez flou. Mais par contre, est-ce que niveau juridique, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus ? Alors pour revenir du coup plutôt au cyberharcèlement, oui, il y a du flou juridiquement. Pour citer l'article 150 de la Constitution qui définit ce qu'est un délit de presse. Ouais. Donc la presse est considérée comme tout ce qui est écrit et public. Aujourd'hui, ça veut dire que tout ce qui est écrit sur Internet, donc sur les blogs, sur les forums, sur Facebook ou quoi, est donc considéré comme de la presse. Donc s'il y a des propos discriminants, les auteurs et autrices sont considérés, ou en tout cas protégés, comme les journalistes. Après, donc, c'est une constitution qui date de 1831. En 1899, il a été précisé que tous les contenus à caractère raciste et xénophobe faisaient exception de cette protection. Maintenant, il manque tout un panel de discrimination, pour n'en citer qu'une, la transphobie, le sexisme, etc. Donc, pour aller, dénoncer des discriminations qui sont quand même des discriminations en plus systémiques, dans le sens où elles s'appliquent toujours au même groupe de personnes minorisées. Il faut pouvoir aller jusqu'à la cour d'assises, et ce qui est très très compliqué, très pénible, très coûteux. Disons que des condamnations pour un caractère raciste, alors là c'est le tribunal correctionnel et c'est déjà un petit peu plus accessible. Et de nouveau, encore faut-il pouvoir avoir les outils pour aller porter plainte et entamer des démarches juridiques. Oui, c'est sûr. Ouais. J'espère que la justice s'améliorera à ce niveau-là, parce que c'est quand même embêtant. Merci beaucoup. Et on va maintenant parler du coup d'un sujet un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, je pense que c'est important d'en parler. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est compliqué d'aborder un sujet aussi tragique que le suicide, mais c'est vraiment très important de sensibiliser les jeunes là-dessus. Ouais. Donc, une de nos équipes est partie à la rencontre d'une jeune femme ayant pensé plusieurs fois à mettre fin à ses jours suite à du harcèlement en ligne. Une fille de mon école a écrit que j'étais trop moche et qu'il fallait absolument que j'arrête de poster. C'était il y a 6 mois. Celle que nous appellerons Estelle a subi des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux de la part de camarades de classe. D'après l'OMS, ces comportements répréhensibles en ligne sont en constante augmentation depuis 2018 et toucheraient plus d'1 jeune sur 6. Parmi les victimes, 49% auraient déjà pensé au suicide comme recours. Les conséquences du cyberharcèlement sont nombreuses, mais surtout encore très taboues auprès des jeunes adolescents. Au début, c'était juste des commentaires sur mes photos Instagram. Je me suis dit que c'était pas grave et que de toute façon, c'était qu'un mauvais commentaire. Mais rapidement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont suivi et qui ont commencé à critiquer mon apparence, mes vêtements et la façon dont je parlais. J'avais peur qu'on se moque de moi dans la rue ou qu'on me filme en secret. Adrien Kiss, psychologue dans la cellule d'écoute prévention suicide, explique les facteurs de ces tentatives. On reçoit beaucoup plus d'appels, en tout cas pendant la période hivernale. Alors au niveau du pourquoi, on imagine que c'est notamment dû à la luminosité. Il fait plus sombre, ça a un impact fort, plus ou moins fort en tout cas, l'humeur chez certaines personnes. Donc ça peut rajouter un facteur pour les personnes qui vont déjà pas bien. Il y a une période des fêtes qui peut être douloureuse pour certaines personnes. Ce qui est encore plus problématique, je veux dire, c'est que de par sa nature, ça ne reste plus à l'école. Ça poursuit maintenant les jeunes chez eux. Et donc ça peut vraiment être quelque chose qui leur pèse 24 heures sur 24, auquel en tout cas ils peuvent être confrontés 24 heures sur 24. Estelle, elle, est aujourd'hui à l'écart de toute forme d'harcèlement. J'ai commencé à remonter la pente. J'ai repris confiance en moi petit à petit grâce à ma famille et à mes amis. Ce que je veux dire à ceux qui vivent ça, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Parler, c'est ce qui m'a sauvée. Même si c'est dur, il y a toujours quelqu'un pour t'écouter ou même pour t'aider.
Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul et ta vie a de la valeur. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le numéro d'écoute gratuit au 0800 32 123 ou le numéro d'urgence au 112. Donc on se rend vraiment bien compte que ces cyberviolences ont d'énormes conséquences et elles peuvent aller vraiment super loin, quoi. Oui, en effet. En fait, les cyberviolences, c'est des violences qui sont perpétuées via Internet, donc c'est des violences qui sont réelles et les conséquences et les impacts le sont aussi. D'autant plus que, disons que la sphère numérique n'a pas de cloison, donc c'est des violences qui viennent s'immiscer aussi dans tous les espaces de vie des victimes. Ça peut aller de différents troubles alimentaires, troubles de la concentration, troubles du sommeil à l'exclusion, à un sentiment aussi d'être de honte en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Tout à l'heure je parlais des chiffres de culpabilisation, mais c'est aussi un travail que les instances doivent faire parce que c'est urgent de pouvoir accompagner les personnes qui sont victimes auprès des services des professionnels de la santé. Et pour pouvoir faire cette démarche, il faut aussi pouvoir se sentir légitime de le faire. Donc ça, c'est une responsabilité, disons, qui est pas que de l'entourage, mais aussi une responsabilité juridique des autorités et du monde médical. Et puis rappeler effectivement que les mots ont des impacts réels aussi. Donc on a vu des impacts funeste. Et je voulais citer à cette occasion le travail de Lucie Michel, qui est docteur en linguiste, qui dans son livre Ce que pèsent les mots, dit que les mots comme parler, ce n'est pas simplement faire du bruit avec sa bouche ou de donner des informations, c'est aussi trier, classer, hiérarchiser, discriminer et agir sur le monde. Ouais. Okay, wow. Super intéressant. Il faut faire attention avec l'usage de ces mots. Et d'ailleurs, les mots sont pas les seuls à avoir un impact sur les gens en fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi les images. Les images peuvent avoir d'énormes conséquences en fait. Ouais, c'est vrai. Particulièrement pour ce qui est des photos ou des vidéos plus intimes. Mais c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà vécu ça en fait. Ouais, vraiment. Donc pour parler de ça, on vous laisse découvrir avec notre prochain reportage sur le revenge porn. Ce garçon m'a filmé à mon insu. En un clic, c'était fait. C'est ce que tu voulais dans le film. T'avais qu'à pas faire ça. Comment on aurait pu savoir que on n'aurait rien pu faire? Si. Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. J'étais avec des amis dans un bar. J'étais très éméchée, voire presque inconsciente. Un garçon, depuis le début de la soirée, essayait de m'attirer avec lui. Mon ami avait essayé à plusieurs reprises d'éviter qu'il vienne vers moi. Mais à un moment donné, en fait, la soirée se fait et mon ami ne voit pas en fait ce qui se passe. Et donc je pars avec ce garçon dans les toilettes. S'ensuit un acte sexuel. Ce garçon m'a filmé à mon insu et a diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc lors d'une séance, j'en ai discuté avec ma psy. C'est grâce à elle que j'ai réussi à porter plainte, c'est elle qui m'a aidée à le faire. J'ai été vraiment prise au sérieux quand je suis allée déposer ma plainte et surtout je me suis sentie écoutée. Et la plainte a finalement abouti et ce garçon a été condamné. Ce que vous venez d'entendre, c'était le témoignage d'une victime de revenge porn. Et c'est quoi exactement le revenge porn ? C'est un acte qui consiste à diffuser en ligne des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée. Le plus souvent, ce sont des contenus qui sont partagés par un ex-partenaire suite à une rupture amoureuse ou en tout cas par une personne qui cherche à humilier ou à exercer un contrôle sur la victime en portant atteinte à son intimité et à sa réputation. Les réseaux sociaux peuvent-ils diminuer l'ampleur du revenge porn ? Maintenant, en ce qui concerne les réseaux sociaux, en tant que tels, ils ont aussi un rôle à jouer autour du partage d'expériences et de la communication auprès des jeunes, mais ils ont également une responsabilité de lutte contre ce phénomène en renforçant leur politique contre la diffusion de contenus non consensuels. Par exemple, il y a certaines plateformes qui utilisent déjà des outils comme des marquages automatiques pour empêcher la réapparition d'images signalées, et il est de toute façon essentiel que les jeunes comprennent qu'une fois l'image partagée, c'est très compliqué ensuite de la tracer et de la garder. Comment reconstruire sa vision des relations amoureuses ? D'un point de vue des relations amoureuses,
Évidemment, là aussi, ça prend du temps. Il va falloir réapprendre à faire confiance, à mettre des limites. Et donc, c'est vraiment tous ces petits pas dans les prochaines relations et les autres qui peuvent recommencer à aider dans l'établissement d'une relation amoureuse. Existe-t-il des solutions et quelles sont-elles ? Mais au-delà de ça, il faut réussir à se sortir de ce statut-là, et ça se fait dans l'action. C'est-à-dire on peut travailler soi-même, comme je disais tout à l'heure, en faisant appel à des associations, à retirer les contenus en ligne pour se sentir vraiment acteur de cette reconstruction qu'on va avoir derrière. Aimée, est-ce que tu as une remarque avec ce qu'on vient d'entendre ? Alors j'ajouterais que le revenge porn ou la diffusion non consentie d'images à caractère intime ou sexuel, c'est un peu un exemple assez visible du caractère genré aussi des cyberviolences. Ouais. C'est quand même 90% des personnes qui sont victimes de revenge porn sont des femmes. Ouais. Voilà, donc rappelez qu'en tout cas les cyberviolences c'est aussi un lieu ou un espace où les violences patriarcales et masculines sont reproduites. Affecte aussi les groupes minorisés. Voilà. Ok. Merci pour ces précisions. Nous allons maintenant retrouver notre envoyé spécial, Lou Kneppert. Bonjour Lou, on parle de cyberharcèlement depuis le début de l'émission. Est-ce que tu saurais nous préciser plus précisément ce terme ? Oui, bonjour Orion, bonjour Léa. Effectivement, c'est important de mettre des mots sur ce qu'est le cyberharcèlement. Donc le mot cyber vient du monde du multimédia, d'internet et du web. Et le harcèlement, c'est une forme de violence par intimidation sur la victime qui crée des dégradations sur les conditions de vie. Et donc le cyberharcèlement, c'est un mélange des deux. Donc c'est les violences faites via internet et le web. Et sans surprise, ça a des réelles conséquences autant sur la santé mentale que physique de la victime. Ok, merci beaucoup pour ta clarté Lou. Mais est-ce que tu saurais nous en dire plus sur... donc c'est un terme qui fait assez peur. Comment est-ce qu'il est perçu chez les jeunes, justement ? Oui, effectivement, c'est un mot qui peut faire peur quand on l'entend comme ça. Et effectivement, ça préoccupe pas mal les jeunes, dans le sens où 64% des jeunes ont peur d'être cyberharcelés et 27% des jeunes ont peur d'être exposés à de la pornographie. Ok, merci Lou pour ces précisions. Donc on enchaîne justement avec notre collègue Jimmy qui va nous parler du harcèlement en ligne dans le milieu du journalisme. À la RTBF, comme dans beaucoup de médias, les journalistes sont de plus en plus la cible de cyberharcèlement, un phénomène en augmentation. Ouais, c'est des menaces qui sont quand même assez violentes et sérieuses, c'est-à-dire on va te juger en justice, on va te pendre, enfin c'est pas dit comme ça, mais si on t'envoie une photo de quelqu'un qui a été pendu à la Libération, c'est quand même un message assez direct. On reçoit de temps en temps des messages haineux. Et moi, ça m'est arrivé sur un événement un peu malheureux. Il y a eu une tentative d'attentat Miss Belgique que je présentais en direct. Je me suis exprimé par rapport à cette tentative d'attentat sur les réseaux sociaux. Et il y a eu des réactions hallucinantes avec effectivement un tout petit peu de harcèlement. Alors, je ne dirais pas que c'était répété. Donc, le harcèlement, ça doit fatalement être continué et répété. Alors, moi, j'ai vécu différents épisodes de cyberharcèlement. Mais le plus gros a eu en 2019. Il a duré presque 6 mois. Et c'est après la critique d'un film en plus, donc c'est quand même assez subjectif une critique de film, mais j'avais utilisé l'angle du genre, et donc j'avais analysé un film avec un angle genre et un angle droit des femmes, et ça n'a pas plu. Étant donné que le harcèlement s'est produit dans le cadre de leur travail, une prise en charge de la RTBF était nécessaire. À la RTBF, on a été bien protégés parce qu'on a une adresse centrale où on peut envoyer tous les tweets qui sont menaçants, ou tout message qu'on recevrait qui nous paraît agressif ou qui ressemble à du harcèlement. Des stratégies qu'on a mis en place aussi, parce qu'on est quand même plusieurs autour de moi à être cyberharcelés et visés par tout ça, c'est qu'on propose à la personne de nous donner ses codes et son mot de passe. Elle n'y va plus et nous on se connecte. Et nous on fait les captures d'écran, on les met dans un dossier et puis on efface. Le projet Hope, c'est le projet lancé par la RTBF pour dire stop au harcèlement. L'idée, c'est d'agir, de parler vrai et de soutenir ceux qui en ont besoin. Le fait d'en parler, le fait que les médias se sensibilisent au cyberharcèlement, le fait qu'ils en parlent à leur public, c'est super important. Il y a la campagne Hope, évidemment, qui est née ici à la RTBF avec comme parrain Loïc Notet, qui a eu aussi énormément d'harcèlement scolaire. Le fait qu'un média comme la RTBF puisse parler du harcèlement, ça ouvre un tout petit peu les esprits. Les actions menées permettent que les choses évoluent aussi bien au niveau de la justice que des mentalités, même s'il y a encore du chemin à faire. Je pense que les autorités judiciaires, le parquet, tout ça sont beaucoup plus attentifs et ne banalisent pas du tout les plaintes et les prennent en considération. Merci pour ce super reportage. Aimée, je vois que tu as amené ici le livre de Florence Hainaut.
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur les cyberviolences dans le milieu du journalisme ? Oui, pour cette occasion, j'ai sélectionné un passage du livre donc Cyberharcelé, 10 étapes pour comprendre et lutter. Les intentions des auteurs de violences à l'encontre des femmes journalistes sont de déprécier, d'humilier, de faire honte, d'induire la peur, de réduire au silence et de forcer le retrait des réseaux. In fine, de réduire la participation des femmes au débat public. Si les journalistes sont, avec les militantes féministes, antiracistes, climatiques et les femmes politiques, l'archétype des femmes parlantes, donc à faire taire, je pense que quel que soit leur âge, leur origine ou leur métier, elles sont touchées par ce même fléau. Il s'agit de les faire disparaître, de les forcer à se faire toutes petites, d'éteindre le micro que représente pour elles cet espace de parole qu'est Internet. Donc ça, c'est un peu à mettre en regard avec le fait qu'effectivement, la sphère numérique et Internet, c'est un espace de liberté, un espace d'expression, c'est un espace aussi de travail, de création, c'est un espace de lutte. Et le fait de restreindre en fait, ces espaces, ça participe à ce contrôle permanent qu'a la société sur l'activité ou l'action ou la parole même des femmes et des minorités. Oui, bien sûr. C'est un très bel extrait. Merci. Oui. Oui, vraiment. Et donc, merci beaucoup, Aimée, pour les précisions et de nous avoir parlé de ce livre. Bon, Orient, là maintenant, je te propose de finir l'émission, mais avec un sujet un peu plus léger. Notre équipe a été à l'exposition Sexisme Pépouze, imaginée par Myriam Leroy. Ok, trop cool. Et tu sais jusque quand on peut aller la voir, cette exposition ? Donc l'expo, elle est à Bruxelles jusqu'au 26 janvier. Allez, parfait. Ce jeudi 5 décembre, dans la galerie d'art Tatswat XZ se tenait une exposition mettant en lumière le cyberharcèlement subi par Myriam Leroy, journaliste et autrice belge. Sur les murs, nous pouvons observer les messages reçus par celle-ci, traduits à travers différentes œuvres d'art. Nous rencontrons la principale intéressée. Et donc j'ai en fait confié mon harcèlement à d'autres artistes pour que eux et elles surtout, puissent porter un regard et proposer de l'art et de la pensée autour de la haine sexiste, puisqu'en fait c'est ça le cœur du problème, c'est le sexisme. Et surtout, pour les femmes et les personnes sexisées, je pense à une œuvre qui est très belle. C'est une grande plaque en aluminium qui est gravée par Loïs Soleil, c'est le nom de l'artiste. Parce que la lecture de ces 4300 messages, ça a remué en elle quelque chose de très noir et ça a fait émerger en fait, des tas de souvenirs de violence et d'humiliation qu'elle avait vécues. Donc elle a écrit un très long texte en Je me souviens, qui passe en revue en fait toute une série de choses qui lui reste en travers de la gorge. Et ce très long Je me souviens, elle l'a gravé et puis poli sur cette plaque de métal. Je pense qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on retienne. La première, c'est que des hommes ordinaires sont capables d'alimenter une conversation haineuse envers une femme de plus de 85 messages par jour. Et la deuxième chose, c'est de retenir qu'on peut faire des choses jolies avec des choses affreuses, quoi. Derrière Myriam Leroy, nous pouvons observer des post-it qui font eux aussi partie d'une des œuvres de cette exposition. Et donc, c'est le bureau d'un harceleur qui s'est mis une série de pense-bêtes pour pas oublier, pas oublier notamment, ne pas oublier des choses tout à fait prosaïques et terre à terre, genre aller chercher la petite à l'école, faire les dossiers pour la prime à la rénovation, mais aussi pas oublier de démontrer par A plus B qu'elle, donc leur cible, est une sale hypocrite et donc complètement à la masse, montrer toutes ces incohérences sur les réseaux sociaux, chercher des hashtags féministes pour mieux les détourner, enfin voilà, c'est toute une galaxie d'idées qui peut traverser le cerveau des harceleurs. Les artistes, eux, sont particulièrement touchés après avoir observé et lu ces messages. Alors c'est compliqué parce que c'est vraiment il y a une telle quantité de choses qui sont choquantes que c'est dur de les hiérarchiser, je dirais. Les visiteurs nous donnent leur avis sur le thème de l'expo qui fait l'unanimité. De transposer des messages de haine, de violence et de harcèlement en œuvre d'art, c'était quelque chose d'inespéré pour pouvoir nous conscientiser autrement que par des messages de sensibilisation ou d'information. C'est extrêmement intéressant et ça permet justement d'ouvrir les yeux à un plus grand nombre sur les violences et sur la réalité du cyberharcèlement qui touche de plus en plus de personnes, qui touche des femmes politiques, des artistes, etc. L'exposition Sexisme Pépouze est à découvrir jusqu'au 26 janvier et vous permettra de découvrir le cyberharcèlement et le sexisme sous un nouvel angle. Merci à Myriam Leroy pour cette initiative.
Et je pense qu'on ira la voir, cette expo. Ouais, moi je suis partante. Voilà. On arrive maintenant à la fin de notre émission. Je crois qu'on a bien fait le tour de la problématique. Je sais pas ce que tu en penses, Léa. Ouais, moi je pense que c'est assez complet, mais peut-être qu'on pourrait parler des moyens mis en place et peut-être que Aimée, tu peux un peu nous parler des solutions, tout ça? Oui, alors, bon, sans faire une liste, disons que je voudrais citer le projet Cyber Safer, qui est un projet qui a été mené par Contre la haine en ligne. Contre la haine, c'est contrelahaine.be, donc une plateforme où il y a un formulaire de dépôt de plainte, mais aussi en tant que témoin, parce que c'est aussi important la posture de témoin. Voilà, donc pouvoir recenser ou en tout cas alerter sur des violences. Et le projet Cyber Safer, c'est un projet qui a été mené donc avec l'ASBL ESCOM et avec le collectif Fat Sabat dans une perspective de lire les cyberviolences à travers une lecture antiraciste. Et puis, je voudrais citer aussi le travail reciter donc le travail de Florence Hénault avec ce livre Cyberharcelé, des étapes pour comprendre et lutter. Le roman de Myriam Leroy qui est présent dans l'exposition Les Yeux Rouges. Également le documentaire Traqué de Marine Perrin, qui parle des cyberviolences dans le cadre conjugal. Voilà. Ok, super. Un grand merci à toi, Aimée. Grand merci au collectif Genre Média d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et merci à toi, Léa, comme présentatrice. C'était super. Merci à toi, Orion. C'était super chouette de partager ça avec toi. Merci à la production Louise et Hugo. Et vraiment un grand merci à Monsieur Barras pour cette opportunité. Et hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. C'était À cœur ouvert. Merci et bonne soirée.